Les montagnes couvrent un quart de la surface terrestre continentale. Ce sont les châteaux d'eau de la planète. Elles reçoivent les précipitations, les stockent sous forme de neige ou de glace dans les lacs ou les nappes souterraines. L'aménagement, le développement et la protection des montagnes sont des enjeux considérables. Caché dans les Alpes suisses, le Val Ferret est une région encore préservée des ouvrages humains. Un cadre naturel qui donne aux scientifiques un terrain d'investigation idéal. Car aussi puissantes qu'elles paraissent, les montagnes sont sensibles au changement climatique. L'augmentation probable d'événements extrêmes signifie que les catastrophes naturelles vont sans doute devenir de plus en plus courantes. Afin de mieux comprendre comment les différents phénomènes météorologiques comme le vent, la pluie et la température influencent l'hydrologie de montagne, les chercheurs de l'EFLUM, le laboratoire de mécanique des fluides de l'environnement de l'EPFL, se sont installés en Valais dans le bassin versant du Val Ferret. Ils veulent entre autres y découvrir les secrets de l'eau. We're here in the Alps basically because the Alps are the source of water for much of Europe. The other aspect that a lot of people are well aware is that in Switzerland, the Alps have a lot of dams, there's a lot of water intakes, and so this is a relatively untouched watershed. There is, of course, some agriculture here. We have sheep, we have cattle grazing in this region. And of course, plenty of tourists who are riding their mountain bikes or hiking through from the Tour de Mont Blanc or one of the other tours. But it's a region that is very typical of the Alpine region in general. And if we can understand the processes that take place here, then I think we can understand better the Alps from France all the way to Austria, if you will. And so what we want to understand are the general principles about what governs the hydrology of the Alpine region. So in hydrology, we're always trying to make predictions. We would like to be able to forecast what will be the water supply. For example, there are very basic uses of water in terms of drinking water, because this really is the water source, the headwaters, if you will, for the main rivers. This water, of course, will also be used ultimately, perhaps for irrigation downstream, and for many, many other uses, industry and so forth. In general, the mountains also represent a zone which reflects the changing of the climate. And we see that there are regions where 15 years ago you could walk easily and so forth, and now we see that we can have landslides, we can have rockfalls in regions where it wasn't happening before. Comment se comporte le bassin versant du Val Ferret, cet entonnoir qui récolte dans sa rivière, la Dranse de Ferret, les eaux de pluie et celles du glacier? Quel est l'impact de la température, des nuages, du vent, de l'ombre et du soleil sur le cours d'eau? De leur camp de base à près de 1800 mètres d'altitude jusqu'aux arêtes les plus hautes de la vallée, les équipes de l'EFLUM ont disposé 26 stations météo appelées Sensorscope. Elles collectent des informations importantes et parfois très différentes d'un point à un autre du bassin versant. À l'aide de ces stations météo, on peut faire en quelque sorte un bilan de l'eau qui rentre dans le bassin versant. On a la mesure de la pluviométrie, on a la mesure de la température de l'air et du vent. Donc on peut quantifier l'évaporation à la surface, on peut voir la quantité d'eau qui est infiltrée dans le sol et qui est susceptible ensuite de redescendre les pentes et de finir dans la rivière. Et ensuite, nous, on mesure le débit de cette rivière et ça nous permet de voir comment l'eau a été infiltrée, par où elle est passée. Et toutes ces stations entre elles, elles communiquent en fait. Donc elles forment un réseau et elles sont toutes reliées à une station principale, la station master, qui ensuite envoie les données de toutes les autres stations par réseau GPS. Donc ça, c'est un exemple d'une station master. Donc c'est vraiment la station clé dans tout le bassin versant qui est responsable pour toutes les autres stations. L'ensemble des informations récoltées par le réseau de stations météo sont envoyées en temps réel à l'EPFL. Ce qui permet aux chercheurs de vérifier la cohérence des mesures et des modèles mathématiques face aux données du terrain. Donc là, sur cette carte, on voit les 26 stations que nous avons déployées durant l'été 2011. Et en particulier, ici, on voit la station où nous étions l'autre jour.
Donc cette station, c'est une des plus importantes parmi toutes les stations, car c'est celle qui envoie les données à travers le réseau GPRS. Des données affichées directement sur l'écran d'ordinateur. Un travail impossible sans l'aide des sensorscopes. Des appareils autonomes et intelligents qui communiquent par ondes radio et qui ont été développés à la faculté d'informatique et de communication de l'EPFL. Quand on a fini l'étude de base, on a cherché un domaine d'application et à ce moment-là, on a regardé du côté de l'environnement. Pourquoi l'environnement? Pourquoi regarder la pollution, le réchauffement climatique? Eh bien, c'est un problème de société fondamental auquel Sensorscope peut apporter une partie de la solution. Les stations qu'on a installées pour le premier déploiement au campus de l'EPFL en 2006 étaient carrément des prototypes. Ils ont été faits au campus de l'EPFL avec des étudiants, c'était vraiment homemade. Et puis, une fois que ça a marché, puis on a acquis une certaine expérience, on est parti pour faire un déploiement au glacier rocheux du Genépi pendant 4 ou 5 mois. C'était pour mesurer la température du glacier puis voir l'évolution, comment ça changeait avec la pluie, avec les vents, avec des différents paramètres. Après le glacier rocheux du Genépi, une récolte a été menée au Grand Saint-Bernard. Chaque campagne de récolte de données, faite depuis 5 ans dans les Alpes, a permis d'améliorer l'outil et d'affiner sans cesse la connaissance de l'hydrologie en montagne. Les informations inédites prélevées au Val Ferret depuis plusieurs années nourrissent la banque de données de l'Efflume. But these observations are fundamental for us to be able to test our models, to be able to assess our theories. And the most important thing I think about having data is that it guides you. Then you learn through the data what you could maybe do a better job in terms of modeling, where you could simplify things, and where you could be more accurate. La montagne est capricieuse. En quelques heures, elle peut changer de visage et transformer son paysage magique en terrain inhospitalier. Dans le creux de la vallée, la pluie alimente la Dranse de Ferret, mais pas seulement. De quelle source la rivière se nourrit-elle? Pour apporter une réponse à cette question, il faut souvent être prêt à affronter toutes sortes de conditions météo. Il faut avoir des doctorants tout terrain qui savent grimper, qui savent escalader, qui soient imperméables et motivés. Là, en ce moment, on se trouve à l'exutoire du bassin versant. Donc, en théorie, c'est toute l'eau qui rentre à l'intérieur de ce bassin versant peut soit être évaporée, soit repasser par ici. Donc, c'est ici qu'on mesure les débits de manière continue. La technique qu'on utilise pour mesurer le débit, c'est la technique de dilution du sel. C'est-à-dire qu'on se met un peu en amont de la rivière et on lâche une certaine quantité de sel connue. Et puis on regarde combien de temps cette quantité de sel met pour passer sous le pont et suivant quelle concentration. Et suivant l'évolution de la concentration de sel sous le pont, on arrive à calculer le débit. Les échantillons sont prélevés manuellement une fois par semaine et automatiquement le reste du temps. Si pour certains le climat est un peu trop humide, pour d'autres il est idéal à la récolte d'eau de pluie. Des prélèvements qui sont immédiatement transportés dans le laboratoire de l'Efflume. So here we are in the labs associated with the group that's working in the field in the Environmental Engineering Institute at EPFL. We are doing, of course, some laboratory analysis of our field samples that we've collected so that we can look at the isotopes and then pick out the sources of water in the river. But the main thing that goes on here is that, of course, we're developing models, we're running simulations, we're testing theories against the data that we've collected, and then we've also used the data, in effect, to help us develop the next generation models. So we're able to improve our models, guided, if you will, by the data themselves. Quelle est la part d'eau de pluie, du glacier ou des rivières dans la Dranse de Ferret? Il est possible de répondre précisément à cette question, car chaque eau a sa signature propre. Il suffit d'en décrypter la composition. Les échantillons sont ensuite gardés précieusement. Voilà, alors ici, il y a tous nos échantillons d'eau collectés dans le bassin versant de la Foulie, dans le Val Ferret. Des 2 dernières années. Donc il y a des échantillons bleus qui sont les échantillons automatiques de l'eau de rivière. En jaune, c'est l'eau qui vient de la pluie.
Et en vert, c'est de l'eau qui vient de différentes rivières dans le bassin versant. Ce travail de longue haleine va permettre aux chercheurs de savoir quelles sont les sources qui alimentent la rivière et de mieux comprendre des événements extrêmes comme les crues. L'objectif ultime est ensuite d'élaborer des modèles mathématiques capables d'anticiper ces événements et ainsi de mieux protéger les habitants de la vallée. Il est important pour la commune de connaître le comportement des bassins versants de ses principales rivières. Ici, nous sommes en présence de la Drance de Ferret qui a la particularité de se mettre de temps à autre en crue et de charrier énormément de matériaux. Ce pont en bois est un ouvrage que l'on appelle communément un pont fusible. Pourquoi un pont fusible? Eh bien, tout simplement parce que le torrent, à l'image de la Drance de Ferret, a l'habitude de charrier passablement de matériaux. Et comme le gabarit d'espace libre en dessous du pont est insuffisant pour faire passer tous ces matériaux, il saute comme un fusible au moment de la crue. Le Val Ferret est à la fois très visité et protégé du tourisme de masse. À l'assaut du Mont Blanc, des milliers de randonneurs passent par son col et traversent ses pâturages. Ils dorment une nuit dans le village de la Foulie, qui, avant de se transformer en petite station de ski familiale, leur offre le spectacle annuel de l'A des Alpes. Les troupeaux quittent les pentes abruptes de la montagne qui deviendront bientôt inhospitalières. Des sommets que certains connaissent sur le bout des doigts. En arrière-plan, avec un plateau enneigé, c'est le Mont Vélan. Encore plus à gauche, on a le sommet du Triolet, qui fait frontière avec les 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Je crois qu'habiter dans le Val Ferret, c'est une chance particulière. On a encore une vallée qui a bien été protégée du développement touristique. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit veiller à ce que ça continue et on doit transmettre cette vision et cet amour à ceux qui viennent derrière nous, quoi. Alors cette photo, elle montre un peu l'environnement des années 1950 et on se rend compte du recul dans le cas présent du glacier d'Orny. Et aujourd'hui, on ne distingue plus le glacier parce qu'il est dans le virage, il a reculé. En 40 ans, le paysage s'est transformé. Les repères ne sont plus les mêmes. La compréhension scientifique des phénomènes météorologiques vient appuyer celle plus instinctive des habitants. C'est même très intéressant de voir qu'il y a des scientifiques qui cherchent à comprendre ce qu'en définitive, nous, on ne comprend pas, ou alors on se détermine par rapport à des signes naturels, mais jamais par des études scientifiques, par des calculs basés sur une recherche qui se fait sur plusieurs années. What I'm really hoping to do in Val Ferret is to really have a project that will continue in the long term. That this will be a field site where we work with the community and that we stay there over the years. Because it's very clear that every year is completely different. We can have droughts, we can have more flooding, we can have more typical weather if such a thing exists. And we will be able to look at how we have the seasonal variations, but also the annual variations, and that's extremely important for us because there we're going to be able to see things that we haven't been able to see in the past. The weather actually does change, the climate does change, and what does that mean for the hydrology? That's important for us. En hydrologie, tout a son importance. Les nuages, l'ombre et la lumière, la chaleur du soleil et les vents. C'est sur une tour de 10 mètres de haut, munie de capteurs, que l'on étudie les vents de montagne. Plus spécifiquement, les brises thermiques qui se forment lors de belles journées ensoleillées et qui montent et descendent le long des pentes de jour comme de nuit. Ici, on s'intéresse à la transition des deux vents. Et contre toute attente, les premières observations ont surpris les chercheurs. Le vent en montagne souffle différemment. Dans l'atmosphère, on est habitué à ce que la vitesse du vent augmente avec la hauteur. C'est pour ça qu'on va installer des éoliennes à 100-150 mètres au-dessus du sol. Lorsque nous, on a installé notre mât météorologique, on s'attendait plus ou moins à observer le même phénomène. Or, la nuit, il y a un phénomène intéressant qui se produit, c'est que les vitesses du vent sont les plus élevées le plus près du sol.
C'est-à-dire qu'on a plusieurs instruments ici qui mesurent la vitesse du vent et c'est celui le plus près du sol, vers 1 mètre, 1 mètre 50, qui mesure les vitesses les plus élevées. Alors ça, ce sont les observations les plus intéressantes qu'on a faites suite à la campagne de l'année dernière. C'est pour ça, cette année, on a installé une plus grande densité d'instruments afin de mieux comprendre ce phénomène. Une des observations les plus intéressantes qu'on a faites, c'est de remarquer que lorsque l'onde gagne la pente, il y a une diminution très abrupte des températures de surface de l'ordre d'environ 10 degrés Celsius en quelques minutes. Donc, cette animation est assez unique parce qu'elle permet de lier la radiation solaire, la réponse de la surface et puis l'influence sur l'atmosphère. La radiation solaire a un grand impact sur la direction et la vitesse du vent au sol. Mais qu'en est-il plus haut dans l'atmosphère? Une autre équipe de l'EFLUM lâche un ballon sonde destiné à la récolte d'informations météorologiques à près d'1 kilomètre au-dessus du camp de base établi pour l'occasion. The balloon measures wind speed, wind direction, temperature, relative humidity, and pressure. And with the balloon, we can really see what's going on in the entire part of the valley. Pendant ce temps, des chercheurs installent également en contrebas des lidars. Ces lasers sophistiqués sont disposés à des endroits précis. Ils balayent la vallée et permettent de mesurer dans l'espace et dans le temps les phénomènes qui se produisent entre le sol et l'atmosphère, notamment l'évaporation de l'eau liée au changement de température. Il faut être prêt à s'investir, car les données doivent être collectées jour et nuit avec un vrai esprit d'équipe. Hi Marcus, how's it going? This week we will stay from tonight, so tonight is Tuesday, and we'll stay all the way till Friday afternoon. And we'll actually take data the entire time we're here. So some people sleep and some people work and we take turns and it's really cold. These campaigns actually take a lot of persons. To set up in the field, it's demanding. It involves staying overnight sometimes. It involves being in the tents. You need friends that are going to get up at 2 in the morning. Even if it's not directly for their research, it's part of a larger teamwork effort. And that has made Val Ferret possible. Hey, this battery is looking worse than the other. Worse one at all. That's something that is very nice in environmental engineering. You tend to attract also these kind of students that are ready to support and help other people. And it's never they're never asking the question, you know, what's in it for me? They're saying, hey, how can I help? But what's going to be extremely important is that we're going to be able to continue this field campaign, which has been running over the past few years, to be able to continue this over the coming decades. And I think that over time, as we continue to put more sensors out and be able to maintain a strong presence here, we're going to be able to look at aspects really on how we're changing over the years. Because of the changing in the climate, which is taking place, of course, it's reflected in the changes in the glaciers and so forth, the changes in the snowpack that we're seeing, the timing of the rain. It's going to be extremely important to be able to have this data over the long term. This combination of measurements plus distributed watershed models together opens up really a new dimension in hydrology, and this is really, for many, many groups, of course, this is the future. We've really been able to push this through our collaboration with the computer scientists, with the data managers and so forth, but we've been able to, from the data, actually develop new concepts in modeling. And this has been really the aspect that I think has been the most important thing, to be able to really push advances in hydrology. Jour après jour, ces experts en sciences de l'environnement récoltent des informations essentielles sur le cycle hydrologique des Alpes. Des biologistes aux physiciens, tous travaillent autour d'un même intérêt, celui de comprendre et de préserver nos ressources en eau.